Donc on démarre avec Thibault Langsade, le patron de Jouve, mais en fait qui prend part au débat économique depuis des années et des années. Et je te remercie d'ailleurs Thibault, on a besoin de gens comme toi. Et donc avant cette semaine un peu surréaliste là où, alors moi personnellement je le comprends parfaitement, hein, le chef de l'État se posait des questions sur savoir ce qu'il fallait faire. Toi je t'ai vu prendre parti sur les plateaux de télévision en disant non il faut pas. Non, il ne faut pas. Est-ce que tu assumes là aujourd'hui cette décision et est-ce que c'est pas en fait, moi c'est mon angoisse du moment là, un choix à court terme qui nous amènerait en fait à des décisions plus radicales et plus graves? Peut-être, mais ce qu'il ne fallait pas, en tout cas, c'était de reproduire très exactement les confinements que nous avions eus en avril dernier et en octobre dernier. C'est-à-dire que si on reconfinait de la même manière, on ne tenait pas compte de ce qui s'était passé par le passé. Autrement dit, le troisième confinement, probablement il y aura un troisième confinement. En tout cas, on vit tous maintenant avec la hantise parce qu'on sait qu'on est dans une période de jauge. Mais nous ne pourrons pas refermer de la même façon les activités comme il y a eu au mois d'avril, où il y a eu le BTP qui a été arrêté, l'industrie a été arrêtée. Ah oui, non mais ça, personne n'y pensait. De cette façon-là, on ne peut pas. Ensuite, comme on sait que dans les commerces, c'est pas là où la contamination se passe, garder des volants de flexibilité. On sait, tu dis ça comme on sait, on n'en sait rien. Parce que garder des volants de flexibilité pour les commerçants, garder des volants de flexibilité pour les artisans qui ont été contraints de fermer, paraît aujourd'hui une chose absolument nécessaire. Nécessaire à la fois pour le drame humain que ces entrepreneurs sont en train de vivre, un drame pour notre économie, et puis, disons-le concrètement, un drame pour le futur. C'est-à-dire que on est en train d'entraver notre croissance à venir, qui sera tout aussi, on va dire, perturbée que les contraintes sanitaires que nous avons en ce moment. Et donc, nous ne pouvons pas reconfiner de la même manière, compte tenu du fait qu'il va falloir prendre des mesures. Je vais te dire mon sentiment, Thibault. Là, tu es chef d'entreprise. Tu es dans le brouillard. Aujourd'hui, tu es dans le brouillard. Toi, chef d'entreprise, patron de Jouve. Aujourd'hui, tu as forcément le frein sur l'investissement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, même si l'investissement, je dis se maintient, il recule comme le PIB, donc c'est quand même une recul de 8%. Et j'ai l'impression qu'en prolongeant, parce que d'une certaine manière, on prolonge quand même cette colossale incertitude, en ne prenant pas justement ce risque de reconfiner. Là aussi, je vais le dire avec un peu de brutalité, mais même le commerce d'habillement, des choses comme ça, c'est, allez, maximum 10-15% du PIB. En fait, on freine toute la machine. Et on freine durablement toute la machine. Non, parce que je ne suis pas d'accord. Je pense que la stratégie qui doit être réorientée, c'est qu'il y a 100 milliards qui est mis sur le plan de relance. 100 milliards pour être réajustés sur l'accélération des problématiques industrielles sur le vaccin. Et la reconfiguration des lignes industrielles pharmaceutiques pour la fabrication du vaccin. C'est beaucoup trop lent. On voit aujourd'hui... Non mais attends, tu vas pas 100 milliards pour le vaccin. Enfin, il y avait en face de toi histoire incroyable. D'ailleurs, non, je le dis juste d'un mot, je me permets. Attends Thibault, je me permets. Histoire formidable, parce qu'on avait hier le plan de relance industriel en réel. Une boîte qui fait du traitement de surface pour les métaux, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 800 000 euros de subvention pour automatiser complètement une ligne de traitement de surface. Non. Voilà, on est dedans et ça, c'est en route. Ce que je dis, c'est que dans le plan de relance, qui est estimé à 100 milliards. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement est de se focaliser sur la fabrication des vaccins et probablement les labos pharmaceutiques. Les façonniers doivent être mis en tension de façon beaucoup plus forte avec des sommes d'argent plus importantes. Il y a toute la filière logistique qui aujourd'hui est dans la capacité à la fois de distribuer les doses et de fonctionner, où il faut flécher une partie de ce plan de relance, mais en immédiateté et en urgence. Et le troisième volet, qui est le volet numérique, aujourd'hui, tu vas sur Doctolib, tu peux prendre rendez-vous, quand bien même tu n'as pas les critères d'âge, quand bien même tu n'as pas les critères pour pouvoir te faire vacciner, donc c'est un bordel. Et donc, je regrette juste que pour contrer cette pandémie, on n'ait pas mobilisé la communauté entrepreneuriale de façon beaucoup plus forte. D'accord. On s'est assuré d'un plan en mode Amazon ou Walmart aux États-Unis. Et pourquoi pas aujourd'hui, le vaccin, il est étranger, on confie nos data à Microsoft, et pourquoi pas Amazon qui serait en capacité de distribuer peut-être mieux que ce que l'on fait. Donc ce jeu, sur un très court terme, il faut flécher beaucoup plus d'argent sur cette pandémie, sur les moyens de fabrication, logistique et numérique que nous le faisons aujourd'hui. Après, sur le reconfinement, on ne peut pas reconfiner de la même manière qu'en avril ou qu'en octobre dernier. On ne peut pas entraver l'économie de façon aussi brutale. Je vais prendre l'exemple quand même, et tous les Français l'ont compris, la fermeture des stations de sport d'hiver. Franchement, on en rigole maintenant. D'abord, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Je sais pas, moi, si on en rigole, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on en rigole. Non, en tout cas, les professionnels de la montagne n'en rigolent pas. Mais la façon moi, dont pour en avoir profité pendant de très nombreuses années, je peux dire qu'il y a énormément, effectivement, d'échanges et de proximité et de promiscuité, on va dire, dans les sports d'hiver.
sport d'hiver. C'est une grande fête. Oui, voilà, quoi. D'accord, mais pas plus que dans d'autres activités qu'on peut avoir pendant les vacances, à partir du moment où on respecte les protocoles, ce qui était prêt à être mis en place par les fédérations concernées. Donc voilà, moi je dis juste, on ne peut pas, au simple titre de précaution, confiner aussi durement et ne pas tenir compte des enseignements que l'on a eus sur les 2 derniers confinements. Et l'idée que forcément ces décisions... Moi, j'entends tout ça, hein, ça me passionne. Donc, j'entends tout ça, je prends, je réfléchis. J'espère que vous réfléchissez aussi. Mais l'idée, justement, de ne pas avoir osé prendre une décision radicale pendant 3 semaines pour nettoyer, peut-être pour 2-3 mois, justement, hein, gagner ce qu'on avait gagné au printemps dernier, cette idée-là ne te séduit pas parce qu'elle aurait été dévastatrice. Je vais faire attention à ne pas faire le tautologue et je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Non, nous on parle en cycle économique. Ce que je dis juste, c'est qu'en entrepreneur rationnel, je veux qu'on mette les moyens de façon forte sur la fabrication, forte sur la partie logistique. Course au vaccin. Et l'immunité collective, la meilleure, c'est la vaccination. En attendant que les personnes âgées soient cantonnées chez eux, c'est une chose, mais il faut accélérer le processus de distribution. Il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, qui t'intéresse toi aussi, je le sais, Thibault, depuis nombreuses années. Moi, c'est l'affrontement jeune-vieux. Il a fallu attendre quand même Bernard Tapie ce week-end, dans l'état dans lequel il est, avec la sagesse qu'il saisit maintenant, pour dire, mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'auto-réflexe des plus fragiles pour s'auto-confiner et laisser les plus jeunes vivre leur vie, parce qu'on sait qu'ils sont quand même assez peu en danger. J'ai l'impression que là, et on va au bout en fait d'une série de choix depuis 10 ans, 15, 20, 30, 40 ans, qu'est-ce que je dis moi, 10 ans, qui favorise en fait la génération installée par rapport à la génération qui vient. Je le pense sincèrement. Peut-être. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est le dégât qu'il va y avoir sur les jeunes générations. En tout cas à court terme. Confiner les vieux, tu trouves que ce serait un scandale? Mon père, il est confiné depuis mars dernier. Il n'a qu'une seule chose, c'est qu'il attend son vaccin pour pouvoir sortir. Mais le faire de manière autoritaire. De facto, à partir du moment où il prend soin de sa santé, il ne sort pas. Donc il attend, comme le Messie, on va dire, son vaccin. Et avec ma mère. Mais aujourd'hui, ce débat, il est extrêmement violent. Parce que ça nous ramène à quoi ? Et c'est ça le contraire, le débat de société, c'est on demande à des médecins, c'est ça le vrai sujet, c'est de prioriser leurs interventions à l'hôpital. Et s'il y a une forme de saturation, on rejette la responsabilité sur le médecin en disant c'est à vous de prioriser. Toute la gestion de la pandémie et la gestion hospitalière est faite sur les taux d'occupation des lits en réanimation. Et à partir de ce moment-là, à court terme, c'est de dire au médecin, vous prenez la responsabilité de gérer, on va dire, vos patients en fonction d'un certain nombre de critères. C'est parce qu'on n'a pas pris les mesures pour organiser, parce que ça s'organise, le confinement des plus fragiles, pour qu'ils n'arrivent justement pas à l'hôpital. Mais aujourd'hui, qui gouverne ? C'est pas le comité scientifique qui d'ailleurs... c'est la PHP, j'avais cru comprendre que le comité scientifique était une institution créée par le président de la République pour l'aider dans ses conseils de défense. Aujourd'hui, le conseil scientifique, il communique à tout va, et d'ailleurs même, il anticipe des orientations politiques, c'est pour ça qu'il va dans les médias pour les orienter. Donc on est en partie gouverné par des soignants qui, aujourd'hui, prennent des mesures compte tenu de la situation dans les hôpitaux. Et il suffit de voir les mesures économiques, il suffit de voir à Bercy la façon dont ils luttent pour essayer d'adapter les protocoles. Si ça déborde dans l'hôpital, pardon d'utiliser cette phrase, si ça déborde en aval, il faut s'occuper de ce qui se passe en amont. Oui, mais dans la gestion de l'immédiateté, qui est présent de nos hommes politiques, à la fois ce débat n'est pas prêt dans la société pour qu'il soit traité de façon aussi rapide, et par conséquent, c'est aux responsabilités des médecins, c'est aux médecins de prendre leur responsabilité sur la gestion de la pandémie. Dernier point, Thibault, mais on en reparlera ça, parce que c'est ça aussi l'autre sujet qui me passionne, c'est, toi tu penses, alors le rythme des réformes, c'est-à-dire on va sortir de toute cette histoire-là, et on va avoir une campagne présidentielle qui va démarrer assez vite, et un candidat Macron, président de la République, qui a quand même lâché 100-150 milliards sur le pays, comme ça, sans que rien ne bouge sur le taux d'intérêt. Et toi, tu dis, il va falloir qu'ils recommencent à faire des économies. Il va falloir aller gratter 10-15 milliards sur les retraites, 10-15 milliards sur l'assurance chômage. Ça va être compliqué, Thibault. Non, mais ce que je dis, c'est que aujourd'hui, on est dans l'immédiateté, on est dans l'urgence. Et les mesures que prend le gouvernement pour aider les entreprises, elles sont parfaites. On peut critiquer ici ou là de la lenteur, mais globalement, ils ont répondu. On verra par la suite si cet engagement massif de cash va peser durablement sur notre économie. En revanche, si le gouvernement ne continue pas à donner un cap sur les réformes, quitte à des réformes qui sont paramétriques ou systémiques, qui sont mises en œuvre plus tard, alors là, on court à grand danger. Autrement dit, par exemple, sur l'assurance chômage, il faut faire passer la réforme, la mettre en œuvre avec des clauses qui font que, quand le taux de chômage
et redépasser à des seuils au-dessus de 8%, et auquel cas, on a une phase de réadaptation. Si tu mets pas en place... Non, parce que moi j'aime les chiffres. Oui, mais... Une idée du déficit de l'UNEDIC, là, à la fin 2021 ? Plus de 50 milliards. Mais non, 65 milliards. 65 milliards. Tu vas aller mettre des gens dans la rue pour aller gagner 800 millions d'euros par an ? C'est pas tout de suite qu'il faut le faire. En revanche, il faut prendre les responsabilités pour dire si le taux de chômage est inférieur à X%, auquel cas la réforme qui est prévue se met en place. D'ailleurs, ceci dit, cette réforme, c'est une réforme qui est plutôt acceptée par les syndicats. Il y a ici ou là un peu de pénibilité, un peu de contestation sur les cadres, mais globalement, elle vient favoriser les plus précaires. Sur la réforme des retraites, on va continuer combien de temps ? Et donc, il y a un moment où il y a une réforme systémique qui doit être mise en place, une réforme paramétrique, et il faut qu'il l'affiche. Sinon, c'est réforme paramétrique pour aller chercher 10 milliards sur 2-3 ans. Mais quand tu viens d'en lâcher 150 et quand on sait, alors pour le coup les retraites, le chômage, je ne vais pas aller te chercher là-dessus, mais les retraites pour le coup, là tu sais que tu vas bloquer le pays. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train d'écrouler, le régime de protection sociale en France. Et donc, sous prétexte qu'on a mis des sommes absolument incroyables, dont le mécanisme doit permettre un rebond de l'économie. Si on a mis autant d'argent dans l'économie, c'est pour éviter une destruction massive de l'économie, éviter un chômage de masse. Par conséquent, il y a un retour sur investissement qui est escompté. Ah, bien sûr. Mais sur la réforme de la protection sociale, qui est finalement le régime le plus protecteur au monde, hein. Il n'y a pas d'autre pays qui a un régime. Si nous ne le sauvons pas, nos retraites vont s'effondrer, notre sécurité sociale, 35 milliards de déficit, l'assurance chômage va s'effondrer, et donc c'est ça qui est suicidaire. Et ne nous trompons pas, que ce soit le président Macron ou un autre président qui est élu dans 2 ans, la probabilité qu'il y ait une augmentation de nos impôts est tout de même assez forte. Quoi qu'on en parle. Mais comment mais non, Thibault, mais non, c'est la jauge mondiale qui est remontée. Mais non, Stéphane. On a lâché 17 000 milliards. Le chiffre, le FMI l'a donné là. 17 000 milliards lâchés par les gouvernements. L'endettement du Japon est passé à 270%. Et l'endettement des États-Unis est et la France aura probablement 3 000 milliards de net en 2022. Oui, on est à 2800. On est à 2800, oui. Et on sera à 3 000 milliards à 2022 si on continue. Non mais il y a un moment en soi, on considère que le respect de la règle budgétaire ne vaut plus, mais ce n'est pas vrai. Il y a un moment où il faudra rembourser une partie, ou en tout cas montrer notre capacité à maintenir notre dette et à rembourser une partie. Et comme nous sommes en déficit budgétaire chronique, si nous ne faisons pas, alors ça peut paraître insignifiant, 10 milliards par là, 15 milliards par là, mais in fine, on sera jugé là-dessus. Les Allemands nous jugeront là-dessus, et donc c'est notre capacité à tenir les réformes. Juger là-dessus, mais avec la tension, enfin, je la vois, la tension dans le pays. Non, mais tu la vois, la tension dans le pays. Tu la vis encore plus que moi, parce que tu es au contact permanent, toi, de cette tension. La tension, elle est très forte. Ça vaut pas 10 milliards de mettre le feu là-dessus. La tension, elle est très forte sur les inégalités. Elle est très forte sur l'inéquité du partage de la valeur. Elle est très forte sur le sentiment que les Français vivent à plusieurs vitesses. Mais quand il faudra faire des efforts collectifs, notamment sur probablement le travailler plus, à un moment, il faudra qu'on pose la question de la retraite. Il faudra qu'on pose la durée du temps de travail à 35 heures. Alors, si ce n'est pas 35 heures, on verra comment on la calcule sur une fin de carrière. Il y a un moment où, compte tenu de l'effondrement du régime de l'UNEDIC, il y a un moment où il faudra réformer l'assurance chômage. Il y a un moment où les systèmes de santé qui sont exsangues, où la sécurité sociale n'arrive plus à être à l'équilibre, il va falloir réformer le système de santé. Et ces réformes, les Français, c'est finalement le bien le plus précieux. C'est le lien uni de la nation. Donc, si l'effondrement de nos régimes de protection sociale est bel et bien réel, alors oui, il y a la révolution. Oui, il y a la révolution. Le vrai gros débat. Ce sera tellement facile de venir dire que l'argent ne vaut rien, que l'argent est gratuit, parce que l'argent est gratuit, que ce sera compliqué de se dire qu'un jour ça s'arrêtera et que, comme tu le dis assez justement, on sera sans doute jugé sur notre capacité à ramener un tout petit peu de cette rivière dans son lit, quoi. Voilà. Thibault Langsad était avec nous, notre premier invité sur Bismart.